RCN. Le son de la différence. Parole de paix sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Parole de paix. Parole de paix, c'est un havre de paix dans un monde violent, dans un monde où la vie est de plus en plus difficile pour tout le monde et pour la planète également. Un monde de guerre, un monde de préparation de guerre, un monde de massacre. Parole de paix analyse un peu des questions d'actualité avec vous pour en parler, parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous, et nous sommes toutes les 2 semaines pour une nouvelle émission sur RCN 90.7. On peut retrouver Parole de paix sur le podcast, sur le site. Il faut aller dans les podcasts, il faut aller dans la partie magazine, et dans la partie magazine, on retrouve magazine de société, on retrouve Parole de paix. On peut également trouver les émissions de Parole de paix sur la chaîne YouTube de RCN. Chaque semaine, nous sommes plusieurs organisations, nous sommes 7 ou 8 organisations nancéennes ou autour de Nancy qui défendons les droits de l'homme, la paix et plein de ces questions qu'il faut que les citoyennes s'emparent de ces questions-là. Aujourd'hui, autour des micros, nous avons Marie-Jo. Bonjour Marie-Jo. Bonjour à tous, pardon. Marie-Jo, tu es présidente de Amnesty du groupe. Il n'y a pas de président Amnesty, je suis responsable. Responsable du groupe nancéen. Du groupe nancéen. Voilà. Amnesty. Nous avons également Catherine, présidente. J'ai arrêté avec les titres peut-être. Oui, de la section de Nancy. C'est un tout petit morceau. Ouais, de la Ligue des droits de l'homme de Nancy. La Ligue des droits de l'homme a un local où on peut les retrouver qui est Maison Bonnet dans le parc. Qui est à la hauteur du quartier qui s'appelle Émémoro, à côté de la place Émémoro. Voilà, et donc on a une permanence tous les mercredis soirs à cet endroit-là. Et nous avons également avec nous bonjour à tous. Oui, bonjour à toi. Nous avons également Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. Brigitte qui porte beaucoup de combats pour le bien autour de Nancy, qui a de nombreuses casquettes et qui elle défend, elle est impliquée dans le soutien au peuple sahraoui, impliquée dans le soutien au peuple palestinien, impliquée également dans les droits, notamment les droits des migrants sur Nancy. Voilà, donc c'est une personne importante, ou en tout cas une richesse, une ressource forte. Bonjour Brigitte. Et cette semaine, c'est toi qui vas porter le dossier de la semaine. On va parler de la situation en Palestine et notamment de toutes les questions qui sont liées au droit, parce que tu as une invitée aussi de marque, vas-y, et qui s'appelle Sarah Samer du cabinet Demain. Sarah est avocate à Paris et elle vient de déposer pour l'association France-Palestine Solidarité une plainte auprès du parquet national antiterroriste contre des colons franco-israéliens et contre X. Donc on va parler de la colonisation en Cisjordanie qui constitue un crime de guerre. Donc elle va nous en parler tout à l'heure. Ah, très bien. Et, sans plus attendre, on commence par des brèves. On commence par une brève internationale qu'Amnesty souhaite porter à notre connaissance. C'est le gouvernement illibéral de Hongrie qui fait encore des siennes, et moi, il faut vraiment les avoir à l'œil. Qui a fait adopter en avril une loi discriminatoire pour les personnes LGBTI. Et donc... alors Amnesty fonctionne beaucoup pour lutter contre les violations du droit humain sur les pétitions. Et donc je vous encourage à aller sur le site d'Amnesty France pour signer cette pétition, parce que ça urge un petit peu, pour parler trivialement. Les personnes LGBTI organisent des prides. Cette pride a été... est interdite par cette loi discriminatoire, et donc elle a quand même pu avoir lieu à Budapest à cause du soutien du maire, mais là elle est à Pécs, qui est une ville du sud de la Hongrie,
elle va être certainement interdite, et Amnesty essaye, par une pétition, de faire en sorte que la police permette quand même cette Pride. Donc cette loi, les organisateurs et les participants de ces événements LGBTI s'exposent à des sanctions juridiques graves, allant d'amende jusqu'à des peines d'emprisonnement. Les autorités peuvent aussi utiliser la reconnaissance faciale pour identifier les participants a posteriori. Il y avait beaucoup de P. Ça m'a fait un peu... Voilà. Et donc, Amnesty considère qu'interdire les marches de fierté revient à nier l'existence des personnes LGBTI. C'est aussi une attaque directe contre la liberté d'expression et donc de réunion pacifique. Donc, je vous encourage à aller sur le site d'Amnesty pour signer cette pétition. Il faut faire vite parce que c'est le 4 octobre qu'a lieu cette marche. D'accord. Donc à votre ordinateur. À nos claviers, on va tout de suite signer cette pétition. D'accord. Pour autoriser la tenue de la Pride dans la ville et respecter le droit de manifester. Et je conclurai en disant, marcher pour l'égalité n'est pas un délit, c'est un droit. Tout à fait, et donc Parole de paix ne peut que soutenir cette initiative de soutien à des êtres humains, encore une fois, qui sont martyrisés, discriminés, et Parole de paix est aussi là pour ça. On avait aussi, Brigitte, tu avais aussi une brève... plusieurs brèves, oui, tu avais. Oui, j'ai plusieurs brèves, j'en ai toujours plusieurs. Alors, déjà, très rapidement, je voulais attirer l'attention des auditrices et des auditeurs sur un film extraordinaire qui s'appelle « Put Your Soul on Your Hand and Walk ». C'est le film d'une franco-iranienne, Sapideh Farsi, sur la vie d'une jeune journaliste de 24 ans, palestinienne, qui devait venir à Cannes, mais malheureusement elle a été ciblée par les autorités israéliennes. Et c'est vraiment un film extraordinaire puisque elles parlent toutes les deux à travers des écrans. Elles ne se sont jamais vues physiquement, elles se parlent. La jeune étant à Gaza et Sapideh Farsi étant en France ou ailleurs. Et c'est vraiment un film extraordinaire où on touche du doigt comment les Palestiniens vivent et ont vécu et vivent encore cette situation terrible à Gaza. Et tu dis ciblé, c'est au sens propre du terme. Oui. Pendant le film, pendant la réalisation du film, elle a été tuée. Alors, elle a été tuée après le film, c'est-à-dire que le film a été monté, a été fait, il a été sélectionné à Cannes, alors qu'elle devait venir à Cannes, la veille de son départ, elle a été ciblée par les autorités israéliennes, et on le sait maintenant parce qu'il y a un rapport de Forensic Architecture qui démontre de manière extrêmement précise et scientifique que son appartement, et elle et toute sa famille ont été ciblés. Le deuxième étage de cet immeuble, etc., pour l'empêcher d'aller à Cannes. Et ciblée, ça veut bien dire une bombe éliminée un missile où elle a été totalement massacrée. Tout à fait. Mais on a heureusement ce film qui porte témoignage parce elle savait qu'elle prenait des risques, elle les a assumés, elle faisait des photos extraordinaires. Le livre Les yeux de Gaza est sorti il y a quelques jours et il est absolument magnifique. Elle faisait en plus de très très belles photos. Tu nous rappelles le titre? Donc c'est au Caméo. Put your soul on your hand and walk. En fait, c'est tiré d'une phrase qu'elle a pu dire à Sapideh Farsi, c'est-à-dire que quand elle explique que quand elle marche dans les rues de Gaza, elle porte son âme, et pour elle c'est très important de témoigner de ce que vit la population palestinienne, et vraiment c'est extrêmement fort. Donc tout cela avec un sourire très étonnant et émouvant.
Oui. qui fait presque monter les larmes aux yeux. Oui, je suis Enfin, d'accord. pour ma part. Oui, je suis d'accord. Son sourire est tout à fait étonnant. J'étais vraiment, d'ailleurs, étonnée que tout le monde parle de son sourire, etc. Mais quand le film commence et qu'on voit effectivement son sourire, même dans les moments où elle est désespérée, etc., elle a une force d'âme vraiment particulière et qui crève l'écran grâce à des mots simples, grâce à une... voilà, elle a ce soumoud qui la porte, cette force vraiment tout à fait palestinienne de ce peuple qui est dans son droit. Oui, qui est dans son droit et dans une résilience tout à fait étonnante. Donc ça, c'est au Caméo Commanderie. D'autres films Tu vas nous parler d'autres films aussi. Oui. Un festival. Je vous dis simplement, je rappelle aux auditrices et aux auditeurs, le festival du film arabe de Famec. Et d'ailleurs, la première qui a eu lieu à Nancy, donc avec un débat porté par Diwan et la FPS, c'était dans le cadre justement du festival arabe, du film arabe, pardon, de Famec. Je vous invite tous à y aller. C'est du 2 au 12 octobre 2025. C'est à Famec, c'est pas loin, c'est à 50 minutes en voiture de Nancy. Et vous avez des films extraordinaires. Edoui Plenel sera présent avec Costa Gavras samedi prochain. Il y a plein de films, c'est le Liban qui est mis à l'honneur. Et je voulais vous parler aussi d'un article de Street Press qui vient de sortir sur un avocat strasbourgeois qui a été, tenez-vous bien, limogé, entre guillemets, de la présidence d'une commission, c'est-à-dire qu'il présidait une commission qui s'occupe des étrangers. Et en fait, il a été, entre guillemets, sanctionné pour s'être exprimé pour les Palestiniens. Voilà où on en est en France, c'est-à-dire que dans toutes les strates de la société, ça peut être à l'université, ça peut être eh bien, dans l'entreprise, ça peut être un peu partout. Les gens sont réprimés du fait de leur expression pro-palestinienne, et ça a été le cas pour un avocat qui a subi 2 plaintes déontologiques. Alors, il n'y a finalement pas eu de poursuite, mais il a dû répondre de ces 2 plaintes déontologiques et surtout, il a perdu la présidence de cette commission. Il ne s'est pas démonté. Il a saisi le défenseur des droits qui vient de prendre une décision particulièrement intéressante qui conclut à une discrimination pour opinion politique. C'est vraiment une honte. C'est une honte qu'en 2025, eh bien, un avocat soit obligé de saisir le défenseur des droits du fait eh bien, de l'action illégale d'un barreau à son encontre. Et Street Press rend compte de cette situation et je voulais en parler sur les ondes parce que c'est peut-être une information qui est passée inaperçue. Il y a une formule que j'ai déjà, je pense, utilisée dans la première émission, qui est de dire encore en France, là, encore, même si le président vient de reconnaître la Palestine, en France, si on est pro-génocide, les chaînes de télévision, de radio nous sont grandes ouvertes. Même par exemple le livre sur la place, on avait Enthoven qui était accueilli à bras ouverts par le livre sur la place. Mais si en France on dit, si on crie Free Genocide, on est accueilli. Si on crie Free Palestine, on risque d'avoir la police qui vient toquer à votre porte le lendemain matin, ce qui est très très grave. C'est vrai je pense que la France fait partie des pays un peu fous où il y a un tel déchaînement contre les partisans des droits de l'homme, contre des gens qui sont simplement humains, qui ont un esprit humanitaire et qui sont choqués par la violence, le déferlement de violence et les massacres et meurtres qui ont eu lieu et qui continuent d'avoir lieu en Palestine, également sur Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Donc nous, on continuera sur Radio Caraïbes, Parole de Paix, à soutenir
l'humain. C'est simplement l'humain. Et quand on voit que des gens, il leur arrive des ennuis juridiques, des condamnations, ou en tout cas des ostracisations, c'est, comme tu dis, c'est grave. Oui, c'est vraiment grave. Le pire, c'est que la plupart des gens n'osent pas en parler. C'est-à-dire que là, ce confrère a osé saisir le défenseur des droits. Il y a un article de Street Press, il n'est pas formellement identifié, mais il a eu le courage d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Or, je sais qu'il y a d'autres plaintes dans d'autres barreaux, mais personne n'en parle parce que c'est un peu un sujet de honte. Et il y a des centaines de procédures, justement, en France, des procédures pénales, et la plupart du temps, les personnes n'osent pas en parler, que ce soit des syndicalistes, que ce soit, etc. S'ils ne sont pas soutenus par un collectif autour d'eux, eh bien, en général, ils préfèrent ne pas en parler, et ils sont du coup invisibilisés. Et on va parler tout à l'heure avec Sarah Samer de manière indirecte de cette situation, puisque les colons qui ont été identifiés, dont on ne va pas révéler l'identité, Sarah vous expliquera tout à l'heure pourquoi, eh bien, se sont fait connaître par les réseaux sociaux en se vantant de commettre des crimes, ce qui est absolument inouï. Et Sarah va nous en parler tout à l'heure. Oui. Donc, tout ça pour dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. On peut, faire l'apologie du génocide et ne pas être poursuivi en France. Par contre, si on dénonce le génocide en cours, eh bien là, on peut être poursuivi pour apologie de terrorisme, ouais, etc. Ce qui est quand même absolument inouï. C'est un renversement des valeurs totalement inacceptable. Si je peux juste dire, il y a peut-être ce que tu dis, mais il y a aussi à la journée des associations, Amnesty a fait signer des pétitions, et dont l'une d'entre elles était pour refuser l'impunité d'Israël et donc reconnaître. Et ça a été la pétition la plus signée. Oui. Les personnes sont venues spontanément signer cette pétition. Donc il y a quand même dans la population française un désir quand même, enfin quelque chose de parler. Oui, tout à fait. Et de faire sortir justement la chape de plomb. La société civile, effectivement, se réveille. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, dans ces brèves, Marie-Jo nous a parlé d'une pétition pour dénoncer l'interdiction et les atteintes aux LGBT en Hongrie. On a ensuite, on a parlé du festival on était en France, on a parlé du festival de Famec, festival du film arabe. On a parlé d'un film qu'il faut aller voir. Mets ton âme dans ta main et marche. Je fais la traduction. Et encore plus près, la Ligue des droits de l'homme. Catherine, toi, tu nous parles aussi d'une autre pétition. D'une autre pétition, là, qui part de Nancy. De Nancy, oui. Donc, au Forum des associations, on avait aussi un stand et nous avons été interpellés par une maman d'un enfant handicapé qui doit se retrouver sans AESH. Donc ça, c'est assistante éducative. Ouais. Oui. Pour enfants en situation de handicap. Donc ça veut dire, pour enfants en situation de handicap. Voilà, donc je pense que la plupart des auditeurs, auditrices savent ce que c'est qu'un AESH, une AESH plus souvent, donc une personne qui accompagne un enfant en situation de handicap pour qu'il puisse avoir droit à une scolarité inclusive dans l'école publique normalement. Donc, mais il y a problème. Voilà, donc c'est la décision pour que l'enfant ait droit à une assistante, elle vient de la maison départementale des personnes handicapées. Donc MDPH. C'est une décision mûrement réfléchie, étudiée. Et donc, cet enfant va se retrouver en principe sans AESH lundi, suite à la démission de la précédente. Alors, c'est à l'école La Fontaine à Nancy. En éducation prioritaire. En zone, oui, d'éducation prioritaire. Il y a plusieurs enfants en situation de handicap dans cette école et ils sont donc concernés. Et la maman qui a regardé le dossier de près signalait qu'il y a énormément d'enfants qui n'en ont pas, à qui on leur en a attribué, mais
on ne leur en a pas affecté. Comme des classes en France sans enseignants, il y a aussi beaucoup d'enfants qui devraient être accompagnés, comme tu le dis, qui ont eu une notification, c'est-à-dire que la maison du handicap a dit cet enfant-là a droit à tant d'heures, il a besoin, c'est reconnu, et il a droit à tant d'heures par semaine d'accompagnement, parce que là aussi, des fois, un accompagnant suit plusieurs enfants, pas en même temps, mais en tout cas sur une même semaine, l'injustice, le scandale, c'est qu'un certain nombre d'enfants se retrouvent seuls. Certains ne peuvent pas aller à l'école à cause de cela. Et puis là, pour cet enfant-là, l'administration, la maison du handicap était parfaitement au courant longtemps à l'avance que la personne qui l'accompagnait allait démissionner parce qu'elle avait un autre projet. Mais on fait rien, on attend. Si on peut faire des économies, si on peut laisser le gamin ou la gamine toute seule, les enseignants ils se débrouillent avec, dans une classe de 25 ou 24. Donc c'est un peu cynique et c'est vraiment grave. Et cette maman-là, donc elle se laisse pas faire. Et en fait, c'est le message qu'on va donner. Il ne faut pas se laisser faire si on se trouve dans ce type de situation. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette maman? Elle a lancé une pétition donc sur change.org. Qui s'appelle Respect des notifications MDPH, une AESH pour tous les enfants du 54 et du 57 maintenant. Ce serait beaucoup plus général. Je pense qu'elle pourra saisir aussi le tribunal administratif parce qu'il y a un problème récurrent de prise en charge effectivement des enfants handicapés, des enfants autistes notamment en France. Donc si ça ne se résout pas, ce que j'espère de manière amiable, eh bien, il y a la voie judiciaire, mais elle est plus longue et c'est plus compliqué. Mais cette maman a la solution va être trouvée. De se battre. Il y en a beaucoup qui se taisent. Oui, c'est ça, qui subissent. Et c'est comme ça. Pour répondre à Brigitte, cette maman-là, en l'occurrence, comme elle a elle-même écrit, il faut écrire. Il faut savoir que les écoles préviennent. Moi, je suis dans une école du Haut-du-Lièvre. Dans les écoles, informent, disent il y a tel enfant qui n'a pas d'AESH. J'ai moi-même dans ma classe une élève qui devrait en avoir aussi une et qui n'en a pas. Mais si l'école fait quelque chose, si l'école interpelle, si les enseignants interpellent, ça n'a pas beaucoup d'effet. Cette maman-là a eu la force et le courage d'écrire des lettres très bien faites et pour taper plus haut. Et elle a, pour l'instant, elle a eu gain de cause. Très bien. Elle a eu gain de cause en prenant une AESH dans une autre école sur d'autres enfants. Donc le problème n'est pas globalement réglé, mais ça veut dire que ça donne la voix. Parents d'enfants qui ont une notification MDPH, ne vous laissez pas faire. Oui. Écrivez, parlez-en aussi avec les enseignants. Et la démarche de cette dame est vraiment déjà généreuse parce que c'est pas seulement pour elle, mais c'est pour le problème de façon générale. Et effectivement, les institutions que sont la maison départementale du handicap et l'éducation nationale, il faut qu'ils aient un peu de courage et c'est leur affaire, c'est eux qui doivent mettre un enseignant, un AESH auprès de chaque enfant qui en a besoin en France. Voilà. Donc, voilà. On va peut-être passer à la page musicale, petite pause. Parce que Sarah nous attend. Oui. Donc je vous propose un morceau de Khalifa Mouniou, qui est un quintet afro-métissé fondé à Nancy en 2011 par un balafoniste burkinabé, Seydou Dia, dit Khalifa. Et le titre de l'album, j'ai trouvé que ça avait une résonance avec notre émission parce qu'il s'appelle La Paix. Et donc voilà, c'est un morceau de cet album. 11h midi, Parole de paix sur RCN. Et cette semaine, nous parlons de la question palestinienne et de tout ce qui s'y déroule de façon inique et vraiment grave. Cette semaine, Brigitte nous a proposé d'avoir avec nous Sarah Samer. Brigitte, tu nous présentes Sarah Samer ? Tout à fait. Bonjour Sarah. Bonjour Brigitte, bonjour à vous tous. Merci beaucoup. Donc Sarah Samer est avocate à Paris, au cabinet Demain. Et elle vient de déposer avec d'autres confrères du cabinet Alecto une plainte
pour l'association France-Palestine Solidarité, que nous connaissons bien autour de la table, puisque la FPS est souvent représentée dans cette émission, Parole de paix. Donc la FPS, mais là c'est la FPS nationale, hein, bien sûr, qui a déposé une plainte contre des colons franco-israéliens et contre X pour des faits extrêmement graves, susceptibles d'être constitutifs de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc pour les faits de colonisation en Cisjordanie. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Gaza, même si on en parlera certainement tout à l'heure. Là, cette plainte vise la colonisation. Donc, nous avons invité Sarah Samer pour nous parler de cette plainte, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et Sarah va nous expliquer dans quelles conditions cette plainte a été déposée, pour quelles raisons et auprès de qui. Voilà, donc on te laisse en parler. Merci Sarah de ta présence parmi nous. Merci beaucoup Brigitte et merci à toutes et à tous pour l'invitation. Alors effectivement, comme tu l'as rappelé Brigitte, l'association France-Palestine Solidarité nous a mandaté, les cabinets Demain et Alecto, pour déposer plainte auprès du parquet national antiterroriste, plainte à l'encontre de colons franco-israéliens et de leurs associations, aussi franco-israéliennes, pour leur implication dans la commission de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Alors, pour essayer de faire en sorte que l'ensemble des personnes qui nous écoutent puissent comprendre, l'association France-Palestine Solidarité, avec notre aide, a collecté un certain nombre de documents, d'éléments irréfutables en fait, qui démontrent que les personnes physiques et morales que nous avons ciblées encouragent et participent sciemment à la création, au financement et à l'installation pérenne de colonies de peuplement israéliennes et de ce qu'on appelle des avant-postes dans le territoire palestinien occupé, notamment en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, et ce depuis de très nombreuses années. Et donc en fait, pour que tout le monde comprenne, ce qu'on appelle le crime de colonisation correspond juridiquement à une qualification pénale, c'est celle du crime de guerre et du crime contre l'humanité au sens du droit pénal français. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle nous avons déposé plainte, mais aussi la création de ces avant-postes, de ces colonisations, de ces colonies de peuplement qui sont illégales en droit international. Généralement, elles s'établissent sous la menace et la violence, avec la destruction des maisons, la confiscation des terres qui appartiennent à la population palestinienne, leurs maisons, leurs terres, leur bétail. Généralement, ces personnes sont souvent armées, et elle participe activement à ce qu'on appelle un autre crime de guerre, qui est le crime d'extorsion de biens appartenant à une population civile qui vit sous occupation, en l'occurrence le peuple palestinien. Et enfin, toutes leurs incitations, tous les agissements qui consistent à étendre la colonisation israélienne illégale, annexer les territoires palestiniens, agresser verbalement et physiquement la population civile, détourner les ressources naturelles comme l'eau ou l'électricité au seul profit des colons, tout ça, ça se caractérise par une complicité d'actes de persécution et de ségrégation raciale à l'encontre du peuple palestinien. Et donc, c'est l'objet de cette plainte qui vise 4 qualifications pénales pour des faits de colonisation qui, je le rappelle, est illégal en droit international, mais aussi en droit français. Donc, est-ce que c'est la première fois qu'une plainte est déposée visant donc la colonisation, puisque la colonisation existe depuis 1967, s'est accélérée ces dernières années, et notamment ces 2 dernières années. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des plaintes ? Est-ce que c'est une première ? Et que peut-on attendre du dépôt de cette plainte ? Alors, pour répondre à ta première question, à ma connaissance, je crois que c'est l'une des premières fois, dans le sens où, en fait, depuis 1967, on a énormément de résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale des Nations unies, de la Cour internationale de justice via des avis consultatifs, et même du Quai d'Orsay de la France, disant que la colonisation est illégale en droit international, mais il est vrai que notre droit français le réprime. Nous avons transposé des règles de droit international humanitaire et les règles du statut de Rome, qui créent la Cour pénale internationale, dans notre droit pénal.
Et donc l'idée était de faire en sorte que les magistrats, les juridictions pénales françaises puissent prendre acte de ces règles de droit et s'emparer de la question de la colonisation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'ONG et d'associations de protection des droits de l'homme qui travaillent sur ces questions en matière de plaidoyer, mais il me semble que c'est une première. Ce qu'on peut attendre, c'est que déjà le parquet national antiterroriste a une compétence spécifique qui est celle de l'enquête, de la poursuite et du jugement de toutes les personnes, en tout cas des ressortissants français, nos concitoyens, qui sont impliqués dans la commission de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc nous espérons très sincèrement que le parquet va s'en saisir, qu'il y aura des réquisitions qui seront prises et l'ouverture d'une information judiciaire. Après, pour être tout à fait honnête, on n'a aucune certitude qu'une information judiciaire soit ouverte et qu'un juge d'instruction soit saisi, puisque, hélas, il y a eu d'ores et déjà de nombreuses plaintes qui ont été déposées notamment contre des soldats binationaux qui ont été classés sans suite. Donc voilà, l'idée ici, c'est vraiment de mettre le parquet face à ses responsabilités et de voir si, comme dans d'autres situations, d'autres terrains de guerre et de conflit, je pense notamment à la Syrie, le parquet national antiterroriste a pris les choses en main. Et si pour la question de la Cisjordanie occupée et du peuple palestinien, quand il est victime de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, il s'en saisira tout autant. Donc, le parquet national antiterroriste, donc, qui est à Paris, est compétent à l'égard des colons que vous avez visés. C'est parce qu'ils ont la nationalité française. On est d'accord ? Oui, tout à fait. En fait, le droit pénal s'applique aux personnes qui ont été ciblées, donc aux personnes physiques, aux individus et à leurs organisations, parce que la loi pénale française s'applique à eux en vertu de l'article 113-6 du Code pénal. C'est-à-dire que peu importe où vous vous trouvez, même en dehors du territoire de la République, dès lors que vous êtes un ressortissant français et que vous avez la nationalité française, vous êtes soumis à la loi pénale française. Donc ici, pour les personnes qui ont été ciblées, nous avons la certitude qu'ils ont bien la nationalité française. Ce sont d'ailleurs des personnes qui revendiquent leur double nationalité. Donc le droit pénal s'applique bien à ces personnes et le PNAT a tous les éléments matériels, intentionnels qui ont été collectés par le groupe d'action juridique de la FPS de manière sérieuse et circonstanciée pour s'emparer de la question et pouvoir débuter une enquête. Alors, pour l'instant, leur nom n'est pas rendu public, ne sont pas rendus publics. Donc, il y a des personnes physiques et il y a également des personnes morales. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Et pour quelles raisons vous avez choisi d'anonymiser pour l'instant, en tout cas dans la communication, les personnes qui étaient visées ? Oui, tout à fait. Alors, premièrement, nous visons au total 6 personnes physiques et morales, dont 2 personnes physiques principalement parce qu'elles ont un rôle prépondérant dans le financement, dans l'organisation et la création matérielle en fait de ces colonies de peuplement israéliennes illégales. Nous avons égrené aussi la plainte du nom d'autres personnes dont nous avons beaucoup de raisons de penser qu'elles sont aussi franco-israéliennes et de 2 de leurs organisations, donc leurs associations, qui sont aussi franco-israéliennes. Ne pas révéler leur nom, il y a 2 raisons principales. Premièrement, parce qu'en fait, l'objectif à la fois, je pense, de l'association France-Palestine Solidarité et aussi de mes confrères Nino Arnaud, Foucault Prache et moi-même, c'est de se dire qu'on a envie de mettre la lumière non pas sur l'identité de ces personnes qui ne méritent absolument pas qu'on porte attention sur elles en tant que telles, mais sur la gravité des faits qui ont été commis, c'est-à-dire la commission et la complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui sont commis quotidiennement à l'encontre de la population civile palestinienne de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Deuxièmement, nous attendons du parquet national antiterroriste qu'il réponde favorablement à la saisie d'un juge d'instruction pour ouvrir une information judiciaire et qu'il puisse travailler sereinement. Finalement, jeter
des noms en pâture, entre guillemets, de ces personnes-là, ça n'apporterait rien, mis à part une polémique sur les réseaux sociaux et de manière publique. Nous, ce que nous voulons faire, c'est vraiment qu'on se saisisse des faits, de la gravité des faits, et que ce soit le peuple palestinien qui soit défendu parce qu'il est victime aujourd'hui d'agissements de nos propres concitoyens, c'est-à-dire de personnes qui sont françaises, qui se revendiquent françaises, qui parfois viennent sur le territoire français et qui appellent aussi des ressortissants français à venir coloniser le territoire palestinien occupé sans foi ni loi. Et enfin, j'aimerais rappeler aussi qu'il est important que la justice travaille sereinement et que, mine de rien, dans cette plainte, la FPS est bel et bien consciente qu'on s'attaque à quelques personnes physiques et morales qui ont certains rôles importants, mais qu'en fait, le plus important, c'est que l'on mette en lumière le crime de colonisation, que la France passe des paroles aux actes, puisque le parquet peut faire quelque chose, le parquet peut s'en saisir et notamment ouvrir des enquêtes, et je pense aux soldats binationaux qui sont au nombre de 4000 aujourd'hui et qui participent par exemple sur la bande de Gaza au génocide en cours, qui n'est plus dans un risque plausible et imminent de génocide, mais qui a bel et bien lieu. Et donc, en fait, que la France soit cohérente avec sa politique pénale. Donc, pour ces raisons-là, il n'était pas nécessaire de divulguer l'identité de ces personnes-là, qui, je pense, ne méritent absolument pas notre attention à ce stade, mais qu'on se saisisse vraiment de la gravité des faits de manière sereine et que la justice française fasse son travail. Alors, vous avez déposé la plainte le 22 septembre 2025, qui restera tout de même une date historique, même s'il y a beaucoup à dire sur cette date qui marque le jour où la France et 10 autres pays ont reconnu, 10 ou 11, je ne sais plus, ont reconnu l'État de Palestine de manière officielle. Donc, pourquoi ce tempo ? Parce que vous vous appuyez beaucoup sur un avis extrêmement important. On en a déjà parlé ici d'ailleurs sur les ondes et dans l'émission Parole de paix, de l'avis de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024. Et pourquoi il était important de revenir à la date anniversaire, notamment de la résolution qui a été prise suite à cet avis. Oui, tout à fait. Cet avis consultatif historique de 258 pages qui a été rendu le 19 juillet 2024 par la Cour internationale de justice est fondamental. Que dit cet avis ? Cet avis, en fait, il constate que depuis 1967, il y a eu des violations graves et systématiques du droit international commises par l'État israélien contre le peuple palestinien, qui est lié à la fois à l'occupation militaire qui est devenue permanente et qui est illégale, à la colonisation et à l'annexion du territoire palestinien. Et en fait, depuis 2 ans, on voit bien que cette politique de colonisation très violente et très déshumanisante s'est intensifiée. Et le peuple palestinien, notamment en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, est soumis à des conditions de vie qui sont vraiment insoutenables, où tout est rythmé par la violence des colons, aidés par l'armée israélienne et aidés par les autorités politiques israéliennes sur place. Et donc, le 19 juillet 2024, la Cour internationale de justice a dit plusieurs choses. Elle a répété l'illégalité de la présence continue de l'État israélien sur le territoire palestinien occupé. Elle a dit que son régime de colonisation, d'annexion et de détournement des ressources naturelles était illégal. Elle a donné pour obligation à Israël de cesser immédiatement sa présence et toute nouvelle activité de colonisation sur le territoire palestinien occupé. Et il s'avère que le 18 septembre 2024, les États membres de l'Assemblée générale des Nations unies se sont saisis de cet avis consultatif historique de la Cour internationale de justice pour dire qu'en fait, elle devait reprendre ses recommandations, puisque certaines des recommandations s'adressaient aussi aux États membres qui ne sont pas Israël, en disant « vous ne devez pas prêter assistance et reconnaître des situations illicites, donc cette colonisation, et vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces illécités, ces illégalités commises par l'État israélien. » Et comme date butoir, il y avait le 18 septembre 2025 pour que cessent définitivement toutes ces pratiques et ces politiques israéliennes illégales qui menacent en fait le droit inaliénable du peuple palestinien
à l'autodétermination. Et donc, l'association France-Palestine Solidarité, nous avions discuté ensemble et nous avions pris la date anniversaire du 18 septembre 2025 parce que nous avions bien constaté qu'un an plus tard, rien ne s'était passé. Et donc, comme rien n'avait été entrepris, il s'est avéré que nous avons décidé de déposer plainte le lundi suivant, jour de la reconnaissance de l'État de Palestine, notamment par la France à travers son président, Monsieur Emmanuel Macron, pour aussi marquer dans les esprits qu'il ne suffit pas de reconnaître un État de Palestine. Déjà, j'ai envie de dire, il y avait 147 États dans le monde qui reconnaissaient d'ores et déjà l'État de Palestine et donc la souveraineté du peuple palestinien sur sa terre, mais qu'il ne suffit pas d'une reconnaissance pour pouvoir lutter contre l'illégalité et aider le peuple palestinien à réellement exercer son droit à l'autodétermination sur le territoire palestinien occupé. Parce que la question, Brigitte, et tu le sais tout aussi bien que moi, sur quel territoire les Palestiniens vont-ils pouvoir exercer leur autodétermination de manière effective? L'autorité palestinienne va devoir gouverner sur ce territoire, mais qu'en reste-t-il? La Cisjordanie est complètement morcelée, complètement divisée. Le territoire de la bande de Gaza est inhabitable. Il a été complètement arraché, complètement détruit. Je pense à un journaliste palestinien qui disait très bien reconnaître le peuple palestinien, mais une fois qu'il est mort, une fois qu'il est anéanti, une fois qu'il est à terre. Donc même si on peut se réjouir de ce frémissement, je dirais, politique positif, parce qu'il est toujours positif de reconnaître l'État de Palestine, ce que je note, c'est qu'il y a quand même une conditionnalité politique, ce qui pour moi démontre une posture coloniale supplémentaire. Je veux dire, soit on reconnaissait l'État de Palestine en tant que tel, sa souveraineté, mais attribuer des conditions politiques, ça n'existe pas en droit international, ça s'appelle de l'ingérence politique. Et surtout, en fait, encore une fois, tu vois, c'est le peuple qui vit sous occupation, à qui l'on demande de faire des efforts, alors que l'État israélien viole le droit international pénal, le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire depuis de trop nombreuses décennies et ne se voit affecté d'aucune sanction aujourd'hui, alors que on en est au 19e paquet de sanctions en ce qui concerne l'agression russe sur le territoire ukrainien. Donc c'était important pour nous aussi de nous rappeler à la réalité et que malgré cet État de Palestine qui a été reconnu, la réalité des faits, elle est toujours aussi sanglante et violente pour le peuple palestinien sur place et qu'il s'agit aussi de prendre des actions concrètes le plus rapidement possible. La plainte doit également permettre à la France de se mettre en concordance, en conformité avec ses propres déclarations. Parce que comme tu le rappelais, Jean-Noël Barrot, donc le ministre des Affaires étrangères, démissionnaire, effectivement, a condamné la colonisation. La France, régulièrement, condamne dans ses écritures, notamment devant la CIJ, devant les juridictions internationales, condamne la colonisation, mais ne prend pas de mesures effectives. Or, là, elle a l'occasion, en s'emparant de cette plainte extrêmement articulée, de prendre des mesures effectives pour reconnaître la protection du peuple palestinien. Reconnaître l'État de Palestine, c'est bien, mais maintenant, ça doit s'accompagner de mesures effectives pour protéger le peuple palestinien, non seulement du génocide à Gaza, mais également de la population palestinienne en Cisjordanie. Oui, tout à fait. Je voulais dire et d'action de Français qui participent aux crimes de guerre, aux crimes de génocide, et donc ça va très loin parce que c'est tout un système, c'est financer, c'est récolter énormément d'argent, c'est attirer des personnes dans ces colonies illégales à travers des salons immobiliers, etc. Vraiment c'est tout un système auquel on s'attaque. Auquel la FPS s'attaque grâce à cette plainte très très articulée des avocats.
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a une dynamique, en fait, il y a une mécanique de dépossession qui accompagne ça. C'est-à-dire que vous avez des personnes, des petites familles qui vont créer ce qu'on appelle des avant-postes. Donc en fait, elles vont implanter un mobil-home, une caravane, des structures modulaires en fait. Et puis après, elles vont demander à des familles de colons israéliens de les rejoindre. Elles vont s'installer en haut des collines de manière à surplomber des villages palestiniens où sont élevés des troupeaux, où vivent des familles. Et en fait, rapidement, elles bénéficient d'un soutien direct et indirect de l'État palestinien, d'associations qui les financent, elles ont du matériel de logement, de sécurité, elles mettent en place des barrages, l'armée les protège, et en fait, elles vont détourner les points d'eau, les points d'électricité à leur seul profit, et en fait, il y a une mécanique de dépossession violente qui est soigneusement mise en place, et tous les moyens sont bons pour faire fuir les Palestiniens des villages. Harcèlement, on les entrave dans l'accès aux terres, on les agresse, il y a eu des tueries, on incendie des maisons. Et en fait, effectivement, la France a de nombreuses fois condamné par la voix du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, la condamnation de la colonisation qu'elle considère comme illégale. Et ce qu'on demande, en fait, c'est une mise en cohérence, en fait, entre des déclarations et la prise de mesures très concrètes. Alors, ça peut passer par des sanctions, mais là, en l'occurrence, on a très clairement des faits de personnes très connues, parce que vous avez des personnes qui médiatiquement n'hésitent pas à vraiment se réclamer de la création de colonies, d'appeler les Arabes palestiniens à se soumettre, d'appeler à leur ségrégation, à leur discrimination. Là, il s'agit tout simplement de faire appliquer la loi pénale à des ressortissants français qui commettent et se rendent complices de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, comme n'importe quel autre ressortissant français qui pourrait participer à des crimes de guerre sur d'autres terrains, et que la France n'hésite pas à recueillir très facilement à la sortie de l'aéroport ou grâce à l'intervention de polices étrangères. Donc là, ce qu'on demande, c'est juste une clarification et que la France se mette en cohérence avec ses nombreuses déclarations et condamnations. On ne peut plus se contenter de paroles. Aucune sanction n'a été réellement prise à la fois contre les autorités israéliennes, contre les colons et contre l'armée qui les soutient. Cette mécanique de dépossession violente doit être décryptée et doit être absolument poursuivie et jugée. Et mise à jour, oui. Ce que vous faites, c'est déjà aussi une mise à jour. Moi, je pense qu'un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices apprennent beaucoup de choses dans cette émission, notamment que des Français, des Franco-Palestiniens, des Franco-Israéliens s'attaquent physiquement à des Palestiniens qui sont eux chez eux. Et moi, on a vu des vidéos où on voit y compris des gens, des colons rentrer dans des maisons et sortir manu militari, les familles qui sont dedans. J'avais vu une scène aussi où ils volaient l'électroménager et puis et l'ensemble des choses, et les gens qui sont expropriés se plaignent et se prennent des coups directement. Oui, quand on est rentré de mission à plusieurs reprises, on vous a également expliqué ce qu'on avait vu. Vraiment des choses absolument terribles vécues au quotidien par les Palestiniens. On le voit également dans le film No Overland, bien sûr, merci. No Overland, qui se passe à Nasser Feryata au sud d'Hébron, où on voit la violence des colons et de l'armée, donc pour déposséder la population de cette partie de la Cisjordanie. Mais c'est la même chose à Hébron, c'est la même chose dans de très nombreux endroits en Cisjordanie. Et des colons qui souillent les points d'eau on a eu plusieurs émissions parce que la FPS de Sud-Lorraine on soutient un projet de citernes enterrées à Beth Dajan pour empêcher les colons de tirer dans les citernes, parce que on a déjà été amené à dire que on reconnaît une ville palestinienne ou un quartier palestinien parce que les citernes d'eau sont au-dessus des maisons, alors que pour les juifs, les colons, c'est l'eau, vient par des tuyaux dans des conditions normales. Donc, les Palestiniens, malheureusement, sont obligés de recourir à des citernes d'eau qui sont au-dessus des maisons. Et on
on a été amené donc à soutenir un projet de citernes enterrées pour éviter que les colons ne souillent les citernes ou tout simplement s'amusent à tirer dans les citernes et les vident. Et donc, effectivement, on vous a déjà parlé de ce projet de citerne à Beth Dajan, dont la situation ne s'améliore absolument pas. On aura l'occasion d'en parler dans une autre émission. Tu peux peut-être nous dire quelques mots. On te réinvitera certainement pour nous en parler plus avant. Parce que le temps passe. De Jurdi, puisque tu es membre fondatrice de l'association Jurdi. Peux-tu nous en parler pour les quelques minutes qui nous restent en disant quelles sont vos actions en cours les plus emblématiques Qu'est-ce que ça veut dire, Jurdi ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, Jurdi, c'est l'acronyme pour juriste pour le respect du droit international. Nous sommes une association qui s'est créée en mai 2024 et qui regroupe à la fois des chercheurs, des juristes, des avocats, des magistrats, des professeurs de droit international, des docteurs aussi en droit. Et notre objectif principal, c'est la mise en effectivité du droit international, son application effective et l'application effective des droits humains dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Spécifiquement, nous avons deux types d'activités. Nous avons à la fois une activité de plaidoyer où nous avons comme ambition d'essayer de rédiger des rapports, des notes d'études, de faire beaucoup de plaidoyer auprès des autorités publiques nationales et des acteurs privés pour les sensibiliser et leur rappeler en fait tout simplement leurs obligations juridiques internationales en lien avec ce conflit armé. Et deuxièmement, nous avons une activité qui nous prend aussi beaucoup de temps, qui est une activité contentieuse, où nous avons lancé de très nombreux contentieux. Le dernier en date est l'un des plus importants. C'est une action de recours de plein droit indemnitaire contre l'État français pour sa carence, pour son inaction à prévenir le génocide dans la bande de Gaza et son inaction à prévenir la commission de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité aussi en Cisjordanie occupée. Effectivement, c'était l'un des recours les plus importants et nous sommes représentés par un confrère, Vincent Brengart, dans le cadre de ce dossier. Et ce que nous constatons, c'est que la France n'a pris aucune mesure, à la fois économique, diplomatique, administrative, commerciale, pour faire cesser le génocide en cours dans la bande de Gaza, alors qu'il existe une convention qui s'applique aussi à la France, qui est la Convention de prévention et de répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Et pour le moment, la France n'a pris aucune mesure, continue de transférer des armes, laisse des armes passer aussi via des ports français pour pouvoir les livrer à l'État israélien, alors que ces armes et pas mal de nos entreprises françaises sont très probablement en train de participer à un génocide en cours dans la bande de Gaza. Donc là, c'est l'une de nos actions que nous avons portées dernièrement. Et on peut donc communiquer aux auditeurs, aux auditrices qu'il y a un site internet pour avoir beaucoup plus d'informations sur Jurdi. Jurdi, c'est jurdi.fr, jurdi.fr. Et on a votre superbe site et on peut suivre vos actions. Et en tout cas, encore bravo. Ouais, et encore bravo à ce que vous faites. Bravo pour vos explications aussi aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, Sarah. C'était extrêmement clair. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Notre émission. À bientôt. À bientôt. Notre émission touche à sa fin. On remercie Joris pour notre technicien et merci à tous et merci à toutes et à bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org